En fait, son concurrent principal a entendu parler de nous, on déployait pour eux, donc en fait, ils sont aussi passés par nous. L'important, c'est le business, c'est avoir de la traction, bien distribué, bien exécuté, être rentable le plus rapidement possible. On est fiers de quoi en France ? C'est qu'à un moment donné, à force d'être oppressif, tous les méchants entrepreneurs, ils vont faire grève eux aussi. Bienvenue sur Wealth Talks, le podcast de référence pour les dirigeants et les professionnels du conseil qui souhaitent maîtriser l'ensemble du cycle entrepreneurial en évitant les erreurs coûteuses de ceux qui les ont déjà vécues. Aujourd'hui, on reçoit Ossine. Ossine, comment tu vas ? Ça va très bien, et surtout, ça faisait longtemps qu'on devait se faire ça. Tout à fait, c'est l'occasion. Écoute, ravi de te recevoir dans notre podcast, Ossine. Je te remercie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots, présenter un peu ton projet entrepreneurial qui est Born for You ? Ouais, Ossine, j'ai 28 ans, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 10 ans. Born for You, c'est une société qu'on a fondée, c'est une start-up qu'on a fondée il y a 3 ans maintenant, qu'on a cofondée à plusieurs. On est spécialisé dans l'installation de bornes de recharge. On est dans le segment AC, donc de 7 à 22 kW, on en parlera. Et on déploie dans toute la France en 5 jours ouvrés, puisque comme vous le savez, il y a une explosion de la voiture électrique. Il y a un gros besoin client à ce niveau-là. Il faudra déployer, on pense en Europe d'ici 2030, jusqu'à 40 millions de bornes de recharge partout en Europe. Et on essaye tous les jours d'être meilleur pour déployer le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et avec le plus de qualité et de sûreté. Génial. Très clair. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un peu peut-être quelques chiffres clés de Born for You ? Déjà, la couverture nationale, on est en capacité d'installer 93% de la population française en moins de 5 jours. On déploie à peu près plusieurs centaines de bornes de recharge chaque mois, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. Et on a un réseau de volteurs. On a à peu près 40-50 volteurs qui sont actifs et on en a d'autres qui sont en support. Donc on a un réseau d'une centaine de techniciens partout en France. C'est quoi des volteurs ? Nous on les appelle comme ça chez nous, c'est des techniciens spécialisés dans l'installation de bornes de recharge. Ok. Donc okay. c'est ça nos KPI. Après on a fait des levées de fonds, etc. Ça on en parlera. Yes, carrément. C'est le parcours classique. Et comment est né du coup le projet ? Le projet il est né en 2022. Donc là j'ai un de mes associés actuels qui était dans la fibre optique avec sa sœur Sonia qui en fait on constatait qu'il y avait une grosse traction sur ce marché-là. Kenny m'en a parlé, moi j'ai fait des tests à droite à gauche pour générer des leads, pour créer un système. Juillet, août 2022, je leur présente le système et avec d'autres associés, on s'associe, on crée la boîte en septembre 2022 et là on bombarde. De base, nous ce qu'on faisait c'était la génération de leads, c'est le premier business model okay. dans la borne de recharge. Puis petit à petit on s'est dit faut qu'on maîtrise tout le process pour délivrer la meilleure qualité possible. Puis en janvier-février 2023, donc 4-5 mois après le lancement de la boîte, première levée de fonds avec des business angels. Et après, on a fait que monter avec des périodes difficiles. Mais on a serré les dents et on y est allé pour aller être ce qu'on est actuellement, l'un des référents dans notre segment de marché. Incroyable. Super. Incroyable. Première levée de l'ordre de combien ? Entre la BPI, les business angels, on était autour des 500K okay. Sur une valo à 3,6 millions. Okay. Donc c'est cool là, mais moi c'était ça la première levée. Okay. Et les capitaux qui ont servi à quoi principalement À amorcer, à recruter les premiers, notre premier directeur marketing, nos premiers sales, financer les logiciels, développer la tech, parce qu'on est fondamentalement une entreprise tech, on coordonne énormément de techniciens. Donc faut développer de la tech pour faire en sorte que tout se fasse bien, qu'il y ait une synchronisation entre le moment où il y a une signature de devis, une installation, la logistique, etc. On a développé pas mal d'outils, on a investi dans le marketing, on a testé pas mal, on s'est beaucoup planté. Il y a eu beaucoup de plantages, on a tenté beaucoup de choses en fait. On a entre guillemets cramé du cash, mais pour apprendre, pour créer notre système en fait. Ok. Et moi j'ai une question parce que du coup, vous installez des bornes électriques chez les particuliers. Ouais. Mais aujourd'hui, si je vais acheter une voiture électrique, la concession, la marque va me proposer de faire une installation, non ? Il s'avère que non. Okay. En fait, on a beaucoup de clients, on a beaucoup de concessions qui ne proposent pas de solution aux clients finaux. Et par manque, en fait, les vendeurs auto ne sont pas forcément
formés sur Avant ce de la sujet-là, borne. avant de la borne, etc. Ok. Parce qu'il faut une connaissance technique. Hmm. Donc les particuliers vont plutôt se tourner vers un acteur comme nous qui est spécialisé. En fait, tu as des normes, tu as la NFC 1500 qui normalise tout ça, et nous, on va pouvoir bien les conseiller parce que chaque maison, chaque lieu a ses particularités. Parce qu'on va devoir vérifier la terre, si elle est bonne. Il y a pas mal de notions d'électricité à savoir, à Ok. connaître. Et forcément, le vendeur automobile, ce qu'il connaît, c'est les voitures. Il n'a pas de savoir-faire ni de connaissances dans l'électricité. Et donc, forcément, les clients vont se tourner vers des acteurs comme nous. Et d'ailleurs, Ok. on a beaucoup de vendeurs automobiles qui se tournent vers nous, qui nous envoient les clients pour qu'on les conseille et qu'on les installe au mieux. Ok. Top. Et comment t'expliques finalement qu'un peu ces concessions n'aient pas tenté, alors au-delà de la spécialité qui peut se développer en interne, parce que c'est dans la chaîne de valeur, ils te vendent le véhicule, Ouais. faut le recharger. C'est comme si iPhone te vendait l'iPhone sans le chargeur finalement. Ce qu'ils font. Ce qu'il faut en plus, ce qu'il faut maintenant, c'est vrai. Parce qu'il y a eu des groupes de concessions qui ont tenté Ok. de devenir installateur, mais en fait, c'est complexe. Ok. Nous-mêmes, après 3 ans, on a créé un système qui permet de bien fonctionner parce que dis-toi, tu dois gérer, tu dois connaître techniquement comment est la maison de ton particulier. Tu dois être sûr. Donc ça, faut avoir des systèmes pour faire des visites en ligne, ou bien t'envoies des gens, ça coûte de l'argent. Après, dès que tu dois signer le devis, tu dois encaisser la compte, tu dois après envoyer un technicien, tu dois envoyer les bons techniciens, il faut bien les sélectionner, tu dois après checker le compte rendu, tu dois avoir des gens qualifiés pour checker que l'installation elle est conforme. Il y a énormément de choses. Donc, c'est pas leur métier. Donc, ils sont un peu démunis en réalité. Ok. Ils ont, pour beaucoup d'entre eux, tu as pas mal de concessions qui sont allés, qui ont signé avec des partenaires qui n'ont pas forcément fait le boulot parce que en fait, ça peut paraître simple l'installation de bornes de recharge, mais en fait, quand tu es dedans, après plusieurs années, tu te rends compte qu'en fait, le système qu'on a mis en place nous a pris du temps et c'est compliqué pour un acteur classique type concession de mettre en place. Ça de A à Z, ouais. Ouais. Donc c'est surtout que c'est compliqué. Et nous, on les invite à bosser avec nous. C'est que j'allais dire, finalement, Bah ouais. tu as déjà commencé un peu à lever. Est-ce que à l'actionnariat, il y a peut-être des concessions, des acteurs de l'automobile qui vont cerner un peu l'opportunité, qui ont essayé de se rapprocher de toi, enfin de vous, de quelque manière que ce soit ou... Non, pas pour le coup. Nous, on a eu surtout des profils qui ont investi chez nous, des gens dans les télécoms, des gens qui développent du software dans la supervision de bornes de recharge, mais beaucoup de gens dans les télécoms parce qu'ils ont vite compris que la fibre optique, ça allait, on a déployé tout le territoire. L'avenir, c'est les énergies renouvelables, c'est la mobilité électrique. Donc, on a plutôt ce type d'acteurs qui sont des acteurs du déploiement, pas de l'automobile. Parce que l'automobile, c'est un segment. Le déploiement d'infrastructures, c'est un autre segment. Donc, ceux qui ont compris qu'il y avait un intérêt à investir chez Band4You, c'est ceux qui étaient déjà historiquement dans le déploiement d'infra. Ok. Ok. Et du coup, comme tu touches à l'électricité des habitations, c'est une activité qui est réglementée. Qui est réglementé, ouais. Ok. En fait, il y a ce qu'on appelle la NFC 1500 et en fait, tu as le Califelec, etc., P1, P2, P3 qui sont des réglementations. Déjà, il faut suivre la NFC 1500 pour pouvoir installer et c'est réglementé. Et si tu t'es pas Califelec ou tu as 3 autres certificateurs, tu ne peux pas installer. Donc Ok. nous, tout, Band4You et Califelec, P1, P2, P3, et nos installateurs sont aussi certifiés. Ok. Et c'est ce qui fait que nos clients peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à 500 €, d'une TVA à 5,5. Et en réalité, pour le coup, c'est un bon move de l'État parce qu'ils ont eu raison. Parce que on parle de bornes de recharge, ça commence à être ça commence à envoyer quand même. Donc forcément, c'est bien d'installer les bonnes protections électriques, la bonne taille de câble pour pas que ça crame. Donc Bien sûr. c'est réglementé et il y a raison en réalité. Ok. Et quand tu lances une start-up comme ça dans un secteur réglementé, c'est quoi les barrières que tu as rencontrées? Est-ce que ça vous a fait peur au début? Est-ce que ça a été facile de débloquer la réglementation? Enfin, de pouvoir être certifié pour? En fait, moi, ce que je conseille à tous les entrepreneurs, c'est déjà de voir est-ce qu'il y a une traction au niveau commercial. Nous, ça a été ça, notre premier axe, c'est de dire est-ce qu'on peut avoir des leads, est-ce qu'on peut les transformer, parce que des installateurs, des techniciens, il y en avait déjà à qui on pouvait, qui étaient certifiés, qualifiés, à qui on pouvait donner finalement, enfin à qui on pouvait transmettre les clients, bien sûr s'ils respectaient certaines cases. Donc la plus grosse barrière, elle n'est jamais réglementaire. Les barrières réglementaires, si tu as une bonne personne
qui a de bonnes capacités pour régler tout ce qui est administratif, ça se gère, on a les bons avocats. La plus grosse barrière, c'est toujours est-ce que tu as les clients, est-ce que tu arrives à les transformer, est-ce que tu arrives à générer du business. Faut pas, je pense pas. Quand on regarde par exemple, il y a Rassem Flazi qui a lancé le site qui permet de créer sa boîte en quelques Legal Place. Legal Place. Il avait plein de barrières réglementaires. Mais ça évolue parce qu'à un moment donné, tu rentres dans des commissions, ça évolue. La plus grosse difficulté, c'est de se dire, ok, ça peut être pareil pour Hitch, pour Uber, est-ce que je peux avoir un business model? Est-ce que je peux avoir des clients? Est-ce que je peux créer du business? Après, la barrière légale, tu t'entoures, tu discutes, tu participes à des commissions. Par exemple, nous, on a plusieurs commissions auxquelles on participe, qui sont des associations référentes de l'État. Et donc, à partir de là, la législation va évoluer. Yes. Et tu sens qu'il y a une volonté d'accueillir les entrepreneurs qui vont faire des projets sur ces milieux, ou alors il y a la volonté de garder les règles hyper rigides? Je pense qu'il y a une vraie volonté parce que de toute façon, il y a la transition, enfin, il y a 2050, neutralité carbone, plus de véhicules thermiques en 2030. Donc en fait, il y a une volonté européenne. Donc forcément, il y a pas mal de facilités qui sont mises en place, pas forcément du côté des entrepreneurs, mais surtout des clients finaux. Okay. Donc en fait, à partir de là, quand il y a des facilités du point de vue du business, par exemple, tu as un abattement d'impôt de 500 €, forcément pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise, il va être plus facile de faire du business et d'aller conquérir un marché. Après, au niveau des barrières qui sont mises, entre guillemets, sur le chemin des entrepreneurs, je pense que c'est une bonne chose. Parce que si tu ouvres on l'a vu dans l'isolation à 1 €, etc., quand tu ouvres les marchés, tu mets pas de règles, en fait, c'est la porte pour être des petits filous ou n'importe quoi. Donc, je pense que, en tout cas dans l'univers de la borne de recharge, qui est quelque chose en fait, de nouveau, l'État a pris de l'expérience sur l'isolation à 1 €, etc. Donc ils n'ont pas mis trop d'aides en place pour pas que certains filous viennent et fassent n'importe quoi. Ouais, captent les aides d'État. Et de l'autre côté, ils ont aussi mis un certain nombre de barrières réglementaires qui font que globalement, il n'y a pas eu trop de scandales ou quoi que ce soit, sachant qu'il y a eu beaucoup de bornes qui ont été déployées. Yes. Donc, je pense qu'il y a eu un juste milieu qui a été mis en place, qui est bon. Et je pense que d'un point de vue comment dire, législatif, ça peut-être je m'adresse aux autorités, on sait jamais. C'est jamais bon de créer des marchés où il y a 0% de reste à charge. Parce qu'en fait, tu as des mecs qui vont vouloir tout ratisser, vont faire n'importe quoi. Et finalement, même si ça partait d'une bonne intention, finalement, en fait, tu as les bons entrepreneurs qui, eux, se sont lancés sur ces marchés-là, par exemple l'isolation, qui sont pénalisés par des gens qui ont fait n'importe quoi. Yes. Donc, là-dessus, en fait... ça transforme tout le monde en commodité et la seule variable c'est le prix. C'est le prix et il y a des mecs, ils vont gratter des aides machin à droite à gauche et c'est déjà de l'argent gaspillé du contribuable. Yes. C'est des entrepreneurs qui sont droits, qui sont pénalisés. Parce qu'à un moment donné, l'État forcément va corriger le tir et va vraiment resserrer. Donc en fait, tu as ceux qui faisaient bien leur travail qui se font pénaliser et les petits filous, ils vont se mettre sur une autre affaire. donc en fait, je pense qu'il y a toujours un juste milieu du côté de l'État. Mais je pense qu'il commence à prendre la mesure des choses, il commence à être plutôt carré là-dessus et dans la voie du milieu, comme on dit. Trop cool. Ok, top. Donc, toi, tu avais la traction commerciale, parce qu'avant, vous faisiez de la génération de leads pour ce milieu. Ouais. Donc, ça, c'était validé. Il y avait la barrière réglementaire à franchir. Et du coup, tu t'es fait accompagner, de ce que j'ai compris par qui Non, pour le coup, c'est beaucoup Sonia, ma cofondatrice, qui a bossé sur ces sujets-là. Okay. Et qui a mis tout d'équerre. C'est vraiment une gestionnaire très, très forte dans mettre les choses au carré, etc. Et en quelques mois, on a eu la Califelec. On a recruté une personne qui avait le background nécessaire pour qu'on puisse avoir la Califelec. Ah oui, ok. Et donc, très rapidement, on a pu l'avoir. Et surtout, même dans nos process de recrutement des volteurs, si la personne n'a pas les bonnes assurances, n'a pas les bonnes, la Califelec ou tout ce qui est nécessaire, il passe pas en fait, il peut pas installer. Yes. Donc nous, on a on a tout ce qu'il faut au niveau assurance, etc. Et nos volteurs, nos partenaires
sont aussi d'équerre. Sinon, ça passe pas. Et derrière, ça nous permet de faire un travail de qualité. On n'a jamais eu de grosses problématiques. Et sur nos installations, on en a fait des milliers. Et ça se passe plutôt bien. Et donc, voilà. Bah écoute, c'est top, on a fait un bon point global un peu de l'environnement, du secteur d'activité. Si on parle un peu maintenant du business model pur de Born4You, on rentre un peu dans le cœur de la machine, quels sont un peu les différents centres de profit au sein de l'activité? Parce que du coup, il y a les bornes, il y a l'installation, parce qu'il y a de la récurrence. C'est quoi un peu les centres de profit aujourd'hui concrets de Born4You? Ce qui est intéressant, c'est qu'en 3 ans, on a peut-être changé de business model 4 fois. Okay. Au début, on vendait des leads. Après, on a vendu des abonnements avec des ventes. On vendait des ventes, littéralement, des dossiers closés à nos volteurs. Et après, maintenant, notre business model, c'est concrètement, on vend une installation et on marge sur l'installation. Ça, c'est notre business model classique. Donc, nous, on fournit la borne, on envoie le dossier à un de nos techniciens qu'on rémunère et derrière, on gagne de l'argent comme ça. Maintenant, ce vers quoi on va évoluer, on a lancé Charge4You, qui est une application qui permet en fait de gérer toute son expérience de charge, de A à Z. Donc en fait, nous, on s'est rendu compte de la chose suivante, c'est que, on installe la borne de recharge chez le particulier, chez notre client. Lui, de l'autre côté, il se recharge chez lui. On lui met à disposition l'application, mais il a aussi besoin de se recharger à l'extérieur. Donc ça multiplie les cartes pour déverrouiller des bornes, ça multiplie les applications. Et donc Charge4You, l'idée c'était de se dire, on fait une seule application, et avec cette application, je peux gérer ma borne de recharge que Born4You m'a installée. Je peux déverrouiller des bornes de recharge publiques. Il y a 600 000 bornes de recharge disponibles avec Charge4You partout en Europe. Je peux programmer mes itinéraires pour aller me charger. Je veux faire un Paris-Marseille. Ça va me dire, ok, j'ai une Tesla, je dois me charger à Lyon, à Avignon, jusqu'à Marseille, avec les meilleurs prix. Donc au début, on gagnait de l'argent que sur les installations. Maintenant, on va sur un modèle où on va derrière proposer un meilleur service pour le client. Parce que déjà sur l'installation, il fait gagner beaucoup d'argent aux clients. Typiquement, on a un taxi, on regardait les stats. En 3 mois, on l'a installé à 3 mois, il a déjà rentabilisé sa borne. Parce qu'en fait, chez lui, il a fait 15 000 ou 20 000 km pour 700 € d'électricité. De l'autre côté, s'il devait s'alimenter en gasoil ou en essence, ça lui ferait peut-être, il en aurait eu pour 2000, 2500 €. Donc en fait, la borne de recharge à 1300, 1400 €, il l'a rentabilisé. Donc déjà, on fait gagner à nos clients de l'argent parce qu'ils se rechargent chez eux. Et en plus de ça, avec Charge4You, on est parti négocier les prix des recharges à l'extérieur. Et donc c'est aussi sur ça que nous, on va prendre un peu d'argent, parce qu'on prend un peu sur chaque recharge. Ou bien si une personne prend un abonnement, on ne gagne pas du tout d'argent sur les recharges, mais on gagne sur le récurrent. Mais c'est très avantageux pour un client de prendre un abonnement à 6,99 €. Ok, il a accès du coup à des... Alors c'est les prix qu'ils auraient eu en direct avec s'ils passaient directement par eux, mais vu que toi tu as négocié un tarif avantageux avec ces bornes-là, le petit delta finalement il revient directement... C'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Et derrière, faut comprendre que dans le marché de la recharge en itinérance, il y a beaucoup d'acteurs qui ont profité du fait qu'il y avait un manque de clarté. Parce qu'en fait, comment dire, dans le calcul des prix, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a le kilowattheure, il y a le temps de chargement, etc. Il y a des acteurs qui ont profité de la complexité de la tarification pour derrière rajouter pas mal de frais. Et donc nous, l'autre avantage de Charge4You, c'est de ramener de la transparence. Beaucoup de transparence pour nos clients. Donc on leur apporte la capacité de se recharger chez eux, on leur donne accès à des itinéraires optimisés avec les meilleurs prix, on leur permet de se recharger au meilleur prix sur les recharges publiques, et derrière, ils font partie du réseau Charge4You, et on leur prépare pas mal de surprises dans l'avenir. Donc en 3 ans, vous avez été capter les différentes... toute la chaîne de valeur en fait, quasiment. Je pense qu'on a capté, je pense que seulement 20% de la chaîne de valeur. Ah ouais ouais. Il y a le segment... Parce que nous, on est sur un seul segment. Il faut comprendre que sur la borne de recharge, il y a 2 segments. Ce qu'on appelle le AC, le courant alternatif. C'est le courant classique qu'on a tous dans nos maisons. C'est les bornes de recharge de 7 à 22 kW.
c'est les petites bornes de recharge que nous on installe. Et tu as le segment du DC, du courant continu, c'est les très grosses bornes de recharge. Okay. AC, les superchargeurs. Les superchargeurs. L'AC, c'est 90% du marché. Sur les 30 ou 40 millions de bornes qui est installées, la majorité, c'est du AC. Donc, nous, notre objectif, c'est d'être un des leaders sur ce segment-là, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Et le segment DC, il y a de beaux acteurs comme Electra qui sont dessus, Drive Eco, etc. Nous, ce n'est pas notre segment. Nous, notre objectif, c'est d'être le leader sur le segment de l'AC. On a commencé par les particuliers et maintenant, on essaie de se développer sur les professionnels. Parce que même le professionnel, il ne va pas installer un superchargeur sur son parking. Il n'a pas... déployer... c'est complexe en fait, parce qu'il faut aller voir Enedis, tirer du câble, ramener des transfos, ça n'a pas de sens. Le professionnel, il a besoin de 4-5 bornes de recharge dans son parking, il a besoin d'une solution, et nous on peut lui apporter parce qu'il a une flotte, parce qu'il veut qu'on l'aide à déployer ses employés, ses collaborateurs. Donc là pour l'instant c'est beaucoup concentré sur le particulier, dans l'AC, et là ce qu'on veut c'est accompagner plus le particulier avec Charge4You, mais aussi accompagner le professionnel dans ses déploiements. Ok, top. Et c'est quoi un peu les... Parce que du coup initialement, comme tu l'as dit, plutôt du particulier. Qu'est-ce que vous avez changé ou ajouté ou comment est-ce que vous comptez attaquer finalement le segment pro? Parce que c'est pas le même, c'est pas du tout la même cible, avec des attentes peut-être différentes, des nombres d'installations différentes aussi. Comment est-ce que vous comptez vous attaquer au marché des pros? Je pense qu'avant ça, faudrait expliquer ce qu'on a apporté aux particuliers. Dès le départ, quand on est arrivé, notre grosse force a été de dire ok, on n'installe plus en 2-3 semaines, on installe à 72 heures, 5 jours ouvrés. Déjà, ça a été le gros truc. Et on a été aussi très agressif sur les prix parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait pas de... les gens voulaient s'équiper. Mais forcément, il y a une conjoncture qui fait que même si tu achètes une voiture à 40 000 euros, 1500, 1600 euros, ça peut paraître peu, mais la plupart des gens achètent leur voiture soit à crédit, soit en leasing. Donc, donc nous, on a attaqué la vitesse d'installation. Okay. Quand tu as ton véhicule, tu veux être installé rapidement. Et on a attaqué aussi le prix. Donc on a été assez bon dans le prix. Certains de nos concurrents nous le reprochent, mais à un moment donné, c'est une règle. La commoditisation, c'est dans tous les secteurs. Quand Free sont arrivés, ils n'ont pas détruit le marché. Au contraire, ils l'ont fait grossir. Actuellement, il n'y a que 20%, ou peut-être il y a quelques années, il n'y avait que 20% des gens, des utilisateurs de véhicules électriques qui s'équipaient en borne. C'est en train d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus accessible. Donc en fait, les gens pensent que quand tu baisses les prix ou que tu es plus agressif, tu détruis le marché. Non, au contraire, tu crées encore plus. Tu crées encore plus de traction et ça ouvre le marché. Donc faut pas se dire... Et avant, c'était un peu une chasse gardée de quelques acteurs. Nous, quand on est venu, on est là pour... En fait, on veut un produit... pour nous, on veut la même chose pour nos clients, en fait. On veut du prix, on veut une bonne qualité, on veut de la rapidité et on veut du service client. Et qu'est-ce qui fait qu'avant ça prenait 3 semaines et que vous avez réussi à... C'est une question de process, d'automatisation, de manière de travailler. Nous, on a beaucoup travaillé les process, on a beaucoup automatisé. Ça, c'est ce que je sais faire en fait. C'est vraiment créer des process pour être très efficace et ça a été surtout ça en fait. Je pense que c'est surtout une question de process et de vision de comment faire pour à chaque étape enlever un peu de timing, etc. C'est intéressant parce que dans votre communication il y a quelque chose qui ressort, c'est le meilleur prix du moment. Tu as parlé de Free Orange, tu vois typiquement Free, ils ont réussi un peu à bouleverser le marché des télécoms traditionnels parce que ils n'avaient pas forcément leur propre réseau de bornes, ils louaient des bornes à d'autres gros opérateurs, donc ce qui leur a permis de baisser les barrières à l'entrée, de les casser complètement et de pouvoir louer ces réseaux-là sans avoir à les installer eux-mêmes. Vous, c'est quoi aujourd'hui votre avantage concurrentiel qui vous a permis vraiment de vous positionner comme un acteur au-delà de la rapidité, de tous les avantages à côté, de bien moins cher que la concurrence qui était déjà en place avant vous? Déjà, ça a été discuté en direct avec les constructeurs de bornes. On ne passe pas par un intermédiaire. Okay. Secondement, c'est créer un process extrêmement automatisé, déjà qui permet aux clients d'avoir une bonne expérience, mais qui nous permet, nous, de pouvoir déployer sans avoir énormément de personnel. Parce que si tu ne mets pas en place un certain nombre de process, l'installation de bornes, ça peut paraître simple, mais comme je le disais, tu as
la signature du devis, l'encaissement de la compte, la livraison, placer les créneaux, avoir les installateurs qui sont disponibles. Donc en fait, on a beaucoup automatisé pour faire en sorte qu'on n'ait pas une masse salariale gigantesque. Et de l'autre côté, de faire en sorte que même nos partenaires, nos collaborateurs puissent traiter énormément de dossiers très simplement, sans être toute la journée en train de passer des calls, en train de gérer des problèmes. Donc ça a été notre force. Et ensuite, ça a été de bien déployer le réseau, d'être stratégique dans nos choix de déploiement. Typiquement, actuellement, on couvre à peu près 75 départements. On n'a pas besoin d'en couvrir une centaine. Parce que 75 départements, ça suffit pour couvrir 90-93% de la population. Donc en fait, ça a été un ensemble de choses qu'on a mis en place. C'est lié à une réflexion. C'est lié aussi parfois à du hasard. Parfois, tu fais des bons choix. Et aussi du côté commercial, avoir un service commercial qui est très, très efficace. Nous, un lead, on le traite en 1 heure. À une époque, les acteurs traitaient le lead au bout d'1 semaine. C'est ça aussi. Donc en fait, ça a rajouté. Donc tout ça a fait que l'efficacité, les outils, le process, la vision font que on a été on gagne de l'argent quand même. On gagne de l'argent et le pas cher ou ne rime pas avec mauvaise qualité ou pas d'EBITDA. Donc en fait non, à un moment donné, je pense que l'une des trajectoires de l'humanité, quand tu regardes bien, historiquement, depuis qu'Homo sapiens est Homo sapiens, ça a été de faire en sorte d'accéder à des choses de plus en plus facilement. On a pu accéder au feu, après à la connaissance, aux livres, et après à l'électricité. Et maintenant, tu peux avoir un chauffeur privé avec Uber. Tu peux prendre un avion pour une bouchée de pain. Et donc ça, c'est l'évolution, on va dire, de l'humanité. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des acteurs. Et ça, c'est la force des entrepreneurs. C'est pas des méchants capitalistes, c'est de créer de la prospérité. C'est que tout le monde puisse en fait accéder à des choses qui étaient inaccessibles. Il y a quelques années, une borne de recharge, ça coûtait 2500 €. Aujourd'hui, ça coûte plus 1200 €. C'est la trajectoire de l'humanité. Il y a 20 ans, un forfait, ça coûtait 100 €. Aujourd'hui, ça coûte 20 €. Et c'est une bonne chose, en fait. Est-ce que ça a créé plus d'opportunités, ça a créé plus de business qu'autre chose. Donc, sur le professionnel, donc pour revenir au sujet initial, sur le professionnel, ça va être pareil. Donc, on va essayer d'apporter les meilleures solutions au meilleur prix, en apportant la meilleure qualité, en étant le plus disponible, plus rapide possible. Et je crois que maintenant, c'est une contrainte pour certaines entreprises d'installer des Ouais, bornes sur les parkings. Il y a pas mal de leurs locaux. Ouais. Même c'est un gros enjeu chez les collaborateurs, parce que les flottes sont en train de se verdir. Donc ouais, il y a un gros sujet. Là, on commence à traiter avec de beaux acteurs. Sur le pro, comment ça se passe pour aller chercher les premiers pros? Parce que de base, vous n'êtes pas identifié comme des acteurs qui installent côté pro. Comment ça se passe pour attaquer ce nouveau marché finalement? En fait, on s'est rendu compte que le particulier, c'était aussi du pro. Par exemple, il y a un grand acteur du nucléaire, on s'est rendu compte que la part de ses collaborateurs passait par nous parce qu'on voyait les adresses email. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils se sont passé le mot, Band4You fait du bon travail, allez installer avec eux. Et en fait, l'entreprise avait mis en place une cagnotte pour aider ses collaborateurs à s'équiper. Et en fait, grâce à ça, on a pu accéder à la direction, puisqu'on a été recommandé. Et en fait, on s'est rendu compte que la meilleure stratégie, c'était pas forcément d'aller faire du LinkedIn, attaquer nos clients comme ça frontalement. C'était vraiment d'être conseillé par nos clients particuliers qui sont pour certains beaucoup des CSP+, des entrepreneurs qui disent vous avez installé pour moi, ma boîte pourrait être intéressée. Et donc en fait, petit à petit comme ça, en faisant du bon travail, on arrive à accéder, parce que souvent il y a eu des gens qui sont passés avant nous, des acteurs, et les entreprises ont été déçues. Et donc quand ils entendent parler d'un acteur qui fait du bon taf, qui est réactif, ils te conseillent, et petit à petit, un peu comme une souris comme ça, tu creuses ton trou et tu arrives à te développer. Donc ça, c'est la stratégie. On a testé plein de choses, on a recruté des gens, on a perdu de l'argent pour le B2B. Mais ça a été en fait la meilleure stratégie, c'est de faire du bon travail avec son particulier. Bon, le marketing. Après, le bouche à oreille fait son travail, et on a on déploie actuellement une boîte que je tairai le nom. En fait, son concurrent principal a entendu parler de nous, on déployait pour eux, donc en fait ils sont aussi passés par donc ça se fait comme ça de manière un peu organique. Et après on prépare pas mal de choses sur le B2B, peut-être on en parlera une prochaine fois, parce que là on ira sur de la stratégie, etc.
On doit passer à autre chose, je pense. Non, avec grand plaisir. Alors pour faire le parallèle un peu avec la gestion de patrimoine, c'est vrai que l'inconvénient de dépendre un peu de la reco, c'est que en fait, concrètement, tu dépends de ton client qui peut te recommander s'il est content, qui peut aussi ne pas le faire, qui peut être satisfait du service, ne pas forcément parler autour de lui. Donc j'imagine que, on en parlera sûrement une prochaine fois, mais tu as aussi d'autres axes d'acquisition côté pro potentiellement que juste la simple reco. C'est la reco et on s'est rendu compte qu'il y avait certains axes qui marchaient très très bien. En fait, c'est d'aller travailler le particulier et adresser le particulier là où il est, en fait, là où on lui propose pas vraiment de solution. Donc c'est l'une des voies que les entrepreneurs doivent suivre dans leur développement, c'est de se dire ok, où sont mes clients et à quel endroit de mon funnel ou de leur réflexion ils ont besoin de moi. Et se positionner là, ça a un impact direct. C'est la force de l'algorithme de Meta ou de Google. C'est qu'en fait, tu présentes la publicité au moment où les gens ont besoin. Donc finalement, c'est ça en fait le secret. C'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est quoi les principales erreurs quand vous êtes installé sur le marché, niveau juridique et tout, que vous avez pu commettre ? Je pense qu'on a commis pas mal d'erreurs. Déjà, la boîte, on l'a créée sur Legal Place, je pense, donc très rapidement, très simplement. Il y a deux écoles. J'ai un ami à moi qui a une très grosse boîte. Lui, pour créer une boîte, c'est 150 000 €, il cadre tout. Tu as l'école des gens qui ont notre âge en vérité. Quand on a lancé la boîte, moi, j'avais 25 ans. À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. T'as pas de business, t'as pas forcément beaucoup d'argent. Vaut mieux investir son argent, c'est ce que je pense, pour construire ta boîte, pour avoir des parts de marché, pour avoir des clients, pour avoir de l'argent. Et ensuite, lorsque tu as de l'argent, forcément, s'il y a des investisseurs qui arrivent, si tu as des fonds qui arrivent, ils vont t'aider à mieux structurer ça. Donc moi, je pense que quand tu lances ton business au début, que tu es avec des associés, vaut mieux se concentrer sur une chose. Même si tu fais des erreurs, t'en feras. Quoi qu'il arrive, le plus important, c'est le business, c'est avoir de l'attraction, bien distribué, bien exécuté, être rentable le plus rapidement possible. Et ensuite, dans un second temps, c'est comme dans ce que vous faites. Les gens, vos principaux clients, c'est des gens qui commencent à avoir du patrimoine. À un moment donné, pour avoir du patrimoine, ils ont dû commencer par... Ils n'ont pas directement réfléchi, oui, j'ai besoin d'un gestionnaire de patrimoine. Ils ont commencé, ils ont gagné de l'argent, ils ont bossé, et ensuite, ils ont compris qu'il fallait bien structurer, et ils ont pris conscience. Parce qu'au début, déjà, ce que tu dois conscientiser en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui est important, c'est de générer du business. C'est le truc que tu dois conscientiser. Ensuite, le reste, c'est des choses, c'est qu'une question d'argent, d'investissement. Il y a des bons cabinets d'avocats qui peuvent t'accompagner et tu peux mieux structurer les choses. Nous, typiquement, potentiellement, c'était pas l'idée au début, mais finalement, Born for You, maintenant, c'est plus une plateforme. On est vraiment une plateforme où, en fait, on a une capacité quasiment d'être déployé tout en Europe. Parce que l'opérationnel est automatisé, parce que nos commerciaux peuvent être partout en Europe. Tout est fait en ligne, en fait, finalement, et on peut gérer tout un réseau d'entrepreneurs d'un peu partout dans le monde. Donc finalement, on est une plateforme. Yes. Et nous, au début, on s'est vu comme une société de BTP. Finalement, on est plus un bureau d'études. Et donc, quand tu fais évoluer ton business model et donc ton activité au final, et qu'en plus, au fur et à mesure, il y a des investisseurs qui rentrent et tout, ça a été quoi l'évolution ? Au début, tu étais en SARL, tu es passé en SaaS pour faire rentrer. On a toujours été en SAS. Après, les statuts ont évolué, l'objet social a évolué. Il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Mais ça se fera. Si vous avez de l'attraction, s'il y a du business, si ça marche, il y aura des acteurs qui vont vous accompagner, il y aura des investisseurs qui vont vous accompagner. Vous allez conscientiser que vous avez besoin de gens, vous allez voir des gens, mais concentrez-vous au début à générer du cash, créer un business model, faire de l'attraction, et ensuite ça... Moi, j'entends des potes à moi comme ça, ils me disent « Ouais, je crée ma boîte, ça fait 3 mois, je suis dans les papiers, je rédige des trucs, comment on fait, nanani. » Je dis « Mais t'as pas de clients, en fait. Ouais, les parts, comment on fait, machin. »
fais du business, fais de l'attraction. Après, La structuration vient en la aval, structuration, elle finalement. vient, c'est comme ça. Tu commences d'abord. À un moment donné, faut la payer, cette structuration. Faut payer les bonnes personnes, ça coûte de l'argent. Moi, je vois parfois des notes d'avocats passer comme ça. Je me dis, ah ouais, quand même. Mais c'est normal parce que ça permet de mettre les choses au carré et ça se fera naturellement. S'il y a du business, si ça marche bien, ça se fera. C'est l'ordre naturel des choses. Au début, c'est l'ordre naturel de l'univers. Les choses commencent de manière chaotique et après elles s'organisent. C'est pareil. Et c'est vous qui organisez. Non, mais c'est important ces questions juridiques. Toi, tu as la vision entrepreneur, on développe le business et après la structure juridique, on l'adapte au fur et à mesure. Nous, dans la posture plus conseiller, l'objet social, ça a une importance. Si tu as une société où les associés ont une responsabilité limitée et que le dirigeant outrepasse l'objet social, la société est quand même engagée. L'idée, c'est de protéger plus les tiers que les associés. C'est l'inverse dans les sociétés à responsabilité limitée. Donc, il faut réussir à quand même faire suivre la structure juridique avec l'activité. Bien sûr. Mais ça, parce que même protéger soit les à un moment associés, donné, soit les tiers. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que même quand tu commences avec des associés, tout le monde voit les défauts de tout le monde, les qualités de tout le monde. Et en fait, au fur et à mesure, ton pacte d'associé va évoluer pour mettre des verrous, pour ceci, cela. Mais ça, tu peux pas l'avoir comme ça. Après, je sais qu'il y a des cabinets qui ont tellement l'habitude des choses, ils ont un gros background, ça, ils le savent. Mais ça, c'est des cabinets qui coûtent de l'argent. Donc, moi, ma position, après, je suis dans ma position d'entrepreneur, de businessman, entre guillemets, de doueur. C'est plutôt de dire, on se concentre sur quelque chose et après, Mais après, je suis conscient que le problème, c'est que quand tu commences avec de mauvaises bases, s'il y a des problèmes, tu peux le regretter après. Parce que le pacte d'associé, comme il est structuré d'une manière, si toi tu veux acheter plus de. Tu t'aperçois que tu as l'associé, il y a un risque que tu n'avais pas pris en compte qui peut faire ci, ça, tu veux le contraindre plus derrière, il peut aussi refuser, dire on a déjà signé ça, c'est ça qui a valeur aujourd'hui dans notre relation entre associés. Si tu veux plus me contraindre, non, moi je suis pas d'accord et il peut refuser de mettre à jour ce pacte d'associé en soi. Ouais, c'est les risques de l'entrepreneuriat et certains ne comprennent pas pourquoi certains veulent taxer les entrepreneurs, les voir comme des méchants, mais ils prennent des risques et ça fait partie des risques. Moi, j'avais un prof de droit de film qui nous disait c'est soit le droit, soit la batte. Parce que c'est-à-dire que si t'as pas de droit, tu rentres en conflit en fait. Le droit, c'est juste pour éviter qu'on se foute les uns et les autres sur la gueule en fait. Mais même donc, ça, tu vois, même le droit, c'est intéressant, mais à un moment donné, dans l'association, dans le business, t'as le droit, mais à un moment donné, t'es toujours dans des situations où soit tu trouves un compromis, soit tout cool. Yes. Et ça outrepasse le droit. Donc en fait, le droit est là pour nous protéger, etc. Mais à un moment donné, faut être avec des gens qui font preuve de bon sens. Et là, c'est plus des soft skills. C'est de ta propre part et de la part des gens en face de toi. Parce que un mec d'éther qui a des fonds, il prend des avocats, il peut te retourner un pacte d'associés, il va trouver des failles, des jurisprudences, machin. Donc le droit, c'est important. Et même pour lever des fonds, c'est bien d'être carré, etc., que tout soit bien structuré. Maintenant, l'une des choses importantes, c'est les soft skills. C'est comme dans le business, c'est comme dans l'investissement. À un moment donné, il faut conscientiser qu'on n'est pas forcément, on n'a pas que ça à faire et qu'il faut passer par des gestionnaires de patrimoine, par des gens qui vont gérer sa fortune. Ça fait partie c'est un travail sur soi. Parce que on a tous beaucoup d'ego, moi je sais mieux que tout le monde et tout. Là, c'est pareil. Il y a aussi un travail de soft skills, de dire, ok, avec qui je m'associe, qu'est-ce que je suis prêt à accepter. Quand il y a des problèmes, il faut plutôt régler ça avec des associés qui ont peut-être prendre dans ton bord des gens qui sont âgés, qui sont capables de trancher. Parce qu'à un moment donné, quand il y a des conflits d'ego, des conflits d'argent, etc., droit, pas droit, ça peut aller très loin. Donc en fait, c'est voir le tempérament de tes associés, avoir des gens, des référents dans ta boîte, dans un board qui sont capables de trancher, qui sont capables de trouver des compromis. Je pense que ça fait, l'humanité s'est toujours organisée comme ça. Le droit, depuis c'est quelque chose en vrai, le droit vraiment formalisé tel qu'il est, c'est quelque chose de très récent. Mais je pense qu'il y a deux choses. Bien structurer les choses, c'est important, mais avoir les soft skills nécessaires pour faire en sorte que les conflits peuvent se régler comme ça. Parce qu'au final, faut se dire, c'est quoi ton ROI ? T'as mis du temps, t'as mis beaucoup d'énergie, au final, faut finir avec quelque chose. Et je pense que c'est important de faire un peu des deux, c'est-à-dire développer ses soft skills,
et aussi bien structurer les choses. Mais le plus important, c'est de faire de l'EBITDA. On y revient à l'EBITDA. Toujours. Ok, super. Là, on a parlé un peu du business model et de ta vision du secteur dans l'immédiat. On a parlé aussi on a commencé à parler un peu de l'avenir de Born for You, où tu te vois attaquer le marché des pros, et ça a commencé, donc c'est un peu un axe de développement. Au-delà de ce nouveau marché, comment tu vois l'avenir de Born for You? Est-ce que tu vois d'autres maillons de la chaîne de valeur à aller capter? Qu'est-ce que tu vois finalement dans les 5-10 prochaines années pour Born for You? À partir du moment où tu es chez le particulier, tu es dans l'énergie, tu peux l'aider dans plein de choses. Il y a de la domotique à faire. Dans les prochaines années, ce qui va arriver, ça va être un gros sujet, c'est que tu as un nouveau protocole qui va arriver qui s'appelle le V2G. En gros, c'est que aujourd'hui, tu peux, avec une borne, recharger ta voiture. Demain, tu pourras alimenter ta maison avec ta voiture. En gros, tu as la batterie de stockage les batteries de stockage qui vont évoluer. Demain, auront assez de capacité, ils en ont déjà assez, pour aussi alimenter ta maison. Donc tu te recharges chez ton boss pour alimenter ta maison. Ça va arriver parce que aujourd'hui, tu as de plus en plus de sources d'énergie intermittentes, comme le solaire. Par exemple, le solaire ou l'éolien produisent il y a des pics d'électricité. Par exemple, à midi, Yes. tu as beaucoup de solaire. Donc en fait, la logique des réseaux de demain, c'est des réseaux intelligents où, ok, j'ai une borne de recharge garée dans mon parking, elle va alimenter, elle va se recharger avec l'électricité, le surplus d'électricité produit par le réseau ou par le bâtiment qui a des panneaux solaires. Quand j'arrive la nuit, peut-être le réseau a besoin d'électricité, donc en fait je vais envoyer de l'électricité dans le réseau via ma batterie. Et donc, en fait, ça va être ça, c'est vers ça qu'on va arriver. Et d'ailleurs, potentiellement, en 2026, aujourd'hui, il n'y a que 2 tarifs d'électricité, finalement. Il y a le tarif de nuit et le tarif classique de jour. Demain, en fait, vu qu'il y a beaucoup d'intermittence d'électricité, il y aura 5 tarifications, peut-être dans une seule journée, comme ça se fait chez les anglo-saxons. Donc, en fait, l'avenir, ça va être de créer des réseaux intelligents, en fait. En fait, tout va être connecté. Les bornes qu'il faudra installer, ça va être des bornes qui supportent le V2G, et Born for You forcément est né pour accompagner le particulier, les clients de manière générale sur ce segment-là, et ça va à l'horizon là on commence à il y a des acteurs qui commencent à déployer du V2G, il y a des voitures compatibles. Mais ça va vraiment devenir un sujet à l'horizon 2030, parce que plus on aura de sources d'énergie intermittentes, et plus à un moment donné il faudra la stocker et la redistribuer, et je pense que, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une supériorité du véhicule électrique sur les autres technologies. Aux États-Unis, il y a ça un peu avec Tesla qui installe des blocs de batterie à l'extérieur des maisons, non? C'est des batteries wall, je crois que c'est ça le nom. Ouais. C'est plutôt des batteries qui sont connectées à des panneaux solaires. Ok. Et parce qu'ils installent aussi Tesla des panneaux solaires, mais sous forme de couverture de toit, d'ardoise. Et du coup, ça alimente la batterie en journée et les gens peuvent s'alimenter. Là, c'est de se dire, j'ai même plus besoin d'une batterie posée dans ma maison. C'est ma voiture qui a une grosse capacité. Okay. Et ça, c'est très intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Yes. À plein de niveaux. Donc ça va être l'un des avenirs. Après, il y a plein de perspectives. Dans l'IoT, il y a plein de choses à faire. C'est bien parce que tu es conscient, tu as une bonne connaissance de ton secteur et de l'énergie en général, du marché de l'énergie en général. Tu vois qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les décennies à venir. Toi, par rapport à ton projet entrepreneur, à Born for You, comment tu te positionnes? Est-ce que tu as activé un peu le mode bâtisseur et tu te vois, c'est la boîte de ta vie, tu vas y aller pendant 20-30 ans tout droit sans te poser de questions? Ou alors est-ce que tu as un horizon de sortie un peu en tête pour faire autre chose peut-être derrière? Ou comment tu te positionnes finalement entre c'est mon bébé, j'y vais là pendant 30-40 ans, yeux fermés tout droit, et il y a aussi d'autres opportunités ailleurs? Je me vois peut-être un exit à horizon 5-10 ans et faire autre chose. Moi, globalement, ce que j'ai commencé à faire, c'est surtout investir dans des entreprises que je trouve intéressantes. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'AI, dans l'intelligence artificielle. Tous les secteurs vont être concernés. Donc moi, je suis plus dans une perspective actuellement
vraiment développer Born for You, et franchement j'en apprends tous les jours. Et aussi en parallèle investir. J'ai commencé à investir sur pas mal de projets qui tournent autour de l'IA, et on verra ce qui va fonctionner. Et je pense que faut, surtout quand on est jeune, on est plutôt jeune, c'est pas forcément une bonne chose de s'étaler. Ce qui est bien, c'est d'être focus sur une boîte, bien la développer, et d'investir en parallèle, parce que d'investir en parallèle, ça permet de voir aussi qu'est-ce qui se fait. Toutes les possibilités, et même cette connaissance-là, parce qu'en fait, les mecs qui montent des boîtes, souvent, c'est des mecs qui sont assez originaux, en tout cas, les gens que je connais, et donc, en fait, ils t'apportent une certaine vision qui peut même, toi, t'aider dans ta boîte à améliorer tes process, à ouvrir de nouvelles perspectives. Donc, je pense que c'est intéressant d'être focus, en tout cas à notre âge. Peut-être à 40 ans, 50 ans, tu es dans une autre étape de ta vie où peut-être tu peux gérer plusieurs projets. Mais déjà, à notre âge, ce qui est intéressant, c'est de développer les soft skills pour faire face à pas mal de situations, accumuler de l'expérience, être focus et commencer à investir. Je pense que c'est... et dans des boîtes, dans l'économie réelle, déjà pour give back, t'as plein de jeunes qui peuvent pas forcément se lancer. Nous, quand on a lancé Born for You, c'est avec 15 000 euros, et juste mettre 5 000 euros dans une boîte qui peut prendre des marchés. En tout cas, nous, ça a été le cas avec Born for You. 5 000 euros, ça fait la différence. Donc moi, je suis plus dans une perspective focus, pour te répondre clairement, et investissement dans des boîtes après un peu de bourse. Super intéressant, ouais. Et pour les CGP qui nous écoutent, même pour nous, sur la partie invest, t'es accompagné, ou toi tu vas investir en direct dans des projets où tu as des convictions? Moi, j'investis que dans des projets dans lesquels j'ai des convictions, et que ce soit au niveau boursier ou au niveau des... moi, quand j'investis, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais utiliser? Est-ce que j'y crois? Moi, quand je crois en un truc... Après, donc je suis pas accompagné pour ma part. Okay. Et qu'est-ce qui fait que t'es pas accompagné justement? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ok, je vais aller voir un CGP ou un family office? Je pense que j'ai trop d'ego déjà. Non, c'est pas ça. C'est que le défaut, c'est que mes investissements ont toujours été plutôt profitables. Okay. Donc je me suis pas encore cassé la gueule, je suppose. Et peut-être c'est une question aussi d'âge. Je pense, peut-être que quand t'es un petit con quand t'as 28 ans. T'as du temps devant toi. T'as du temps. Et parce qu'il y a des projets auxquels je crois. Par exemple, moi j'investis beaucoup en Tesla, parce que je suis convaincu que Tesla fera x5, x10 sur les 5 prochaines années. J'ai l'intime conviction. Donc en fait, moi je suis maximaliste en fait. Je suis pas dans une logique de diversification. Je crois en quelque chose, je comprends cette chose-là, et c'est pas du tout la bonne stratégie. Je suis conscient que je peux tout perdre, faites pas ça. Surtout si vous êtes un peu plus âgé, je pense que vaut mieux être sur de la sécurité, passer par un gestionnaire d'investissement qui va diversifier vos investissements. Mais moi, en tout cas, dans ma perspective, dans ma façon de faire, je me suis concentré sur deux choses, c'est Tesla, un peu de SP500, un peu d'NVIDIA, quelques boîtes Broadcom, etc., dans lesquelles je crois en profondeur, un peu de Google, et le reste, c'est dans des startups qui peuvent faire x10, x100 dans les prochaines années. Yes. Mais peut-être à 40 ans, je suppose que je vais changer. Non, mais ce feedback est intéressant, parce que les CGP, ils veulent se tourner vers les entrepreneurs, parce que c'est le marché où il y a potentiellement le plus de fonds à gérer, et donc sur lesquels se rémunérer. Et avoir ce feedback de se dire que, ok, moi je suis entrepreneur, ma priorité c'est ma boîte, c'est d'investir au maximum dans ma boîte, ou dans des projets dans lesquels j'ai vraiment des convictions, et en fait diversifier mon portefeuille sur 50 lignes pour faire 5% par an, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, et ça c'est une mentalité que tu retrouves chez d'autres entrepreneurs. Buffett, c'est exactement la Buffett aussi. Diversification, c'est le fait de diversifier à outrance, au point d'inclure dans ton portefeuille des boîtes qui ne respectent pas tous tes critères initiaux. Pour chercher de la diversification, tu vas venir intégrer des boîtes moins pertinentes, qui vont moins performer, tu vas diluer ta perf comme ça. Donc en soi, le fait d'investir dans quelques projets dans lesquels toi tu as de fortes convictions, je trouve pas ça non, moi je trouve ça mais moi je trouve ça totalement logique. Après moi j'ai une logique qui peut être appliquée je pense par d'autres personnes, c'est de se dire ok, ce projet là, le TAM, la taille de marché adressable est de combien? Okay. Ça c'est une première chose. Est-ce que le business model, le business model, de toute façon les entrepreneurs ils le trouvent pas directement. Est-ce que cette équipe là peut trouver un business model et créer un produit pour adresser ce marché là?
Et donc, est-ce que c'est scalable ou pas? Mais ça touche à la création du produit. Et est-ce qu'ils vont réussir à créer un business model? Ça arrive. Et quand tu fais ce calcul-là, tu dis, bon, il y a l'équipe, il y a le marché, il y a le produit. Est-ce que potentiellement, ils peuvent y arriver? Et par exemple, quand tu vois Tesla, avec tout ce qu'ils ont sorti, la taille de marché adressable est absolument gigantesque. Avec le robot taxi, avec Optimus, avec les semis, avec... en fait, ils couvrent un spectre. La taille de marché, elle est absolument gigantesque. Est-ce que l'équipe, donc c'est Musk, est-ce que c'est un mec qui peut aller adresser ce marché-là? Bah, en fait, le mec ici, il a réussi à faire décoller une fusée, à créer des fusées réutilisables, Starlink, etc. Enfin, tout son background, moi je me dis que c'est possible. Donc en fait, est-ce qu'il a des chances de réussir? De plus en plus. Est-ce que Optimus demain pourra travailler dans des usines? Je pense que on y arrive presque. Est-ce qu'on pourra avoir des voitures autonomes, des robots taxis? Ça arrive. En fait, en plus, il a un écosystème. Starlink, les réseaux de communication, il les maîtrise. Il a Grok, c'est un LLM qui est quasiment juste derrière GPT-5. Donc en fait, quand tu regardes la combinaison d'un certain nombre de facteurs, tu dis, ok, c'est une boîte qui a une tête de marché gigantesque, donc elle peut faire en market cap peut-être x5, x10 sur les prochaines années. Après, il y a des choses, c'est du hasard sauvage, comme dit Nassim Taleb. Il peut décéder, il peut partir en vrille. Ça, c'est les risques. Donc, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre. Donc, c'est un conseil que je donne. Il y a un point intéressant là sur Tesla et ce qu'ils pourraient développer avec les voitures autonomes. Ça serait de pouvoir mettre ta voiture en location et que quand tu l'utilises pas, ta voiture travaille pour toi, va se recharger, fasse le robotaxi. Ça a l'air très très puissant. Vous pourriez voir un axe. Ils ont besoin de chargeurs à induction. Donc on installera des chargeurs à induction. Chargeur à induction, ça veut dire que tu te plugues à la voiture automatiquement, quoi. Ouais, t'imagines, t'as un tapis comme ça, enfin un peu moins large. Tu le mets sur une place de parking. La voiture vient. Et en fait, par induction, c'est comme ton téléphone que tu poses. Ça, c'est incroyable. Donc ça, elle est partie. Mais potentiellement, on fera une vidéo cette année sur ça, parce qu'il y a un acteur français qui vient de lever 3 millions et qui fait des chargeurs à induction pour voitures électriques qui marchent bien. Incroyable. On va peut-être faire une voiture là-dessus, mais c'est un axe de développement pour nous. Donc on voit pas ça comme un risque, on voit ça comme une opportunité. Ok, bah très clair. Et en off, on a un peu évoqué le sujet de tout ce qui va toucher un peu aux véhicules à hydrogène. Toi, ce que je peux comprendre, c'est pas forcément quelque chose auquel tu crois dans l'immédiat. Pourquoi est-ce que finalement tu mets pas une pièce là-dessus à l'instant T? Pourquoi moi, ma génération, je suis en 96. En 2005, je lisais Sciences et Vie Junior, il parlait de la voiture à hydrogène, il disait dans 2 ans c'est bon, y a Nissan qui développe un truc, machin, c'est bon, voiture à eau, etc. La génération d'avant, dans les années 90, on leur disait la voiture à hydrogène. Donc la réalité, c'est que ça fonctionne pas pour plein de raisons, mais il y a 5 principales raisons. Pourquoi la voiture à hydrogène, qui est magique, ne fonctionne pas? C'est que déjà, il faut comprendre que l'hydrogène, c'est l'élément le plus léger dans l'univers. Dans le tableau périodique, donc déjà, stocker de l'hydrogène, ça peut vite devenir compliqué. Donc ça, c'est un problème de stockage. Après, c'est un élément qu'on ne trouve pas à l'état naturel sur Terre, donc on doit le produire. Produire de l'hydrogène, c'est de l'électrolyse de l'eau. On fout une cathode, une anode dans de l'eau et en fait, on produit de l'hydrogène. Donc on envoie de l'électricité dans de l'eau finalement et ça produit de l'hydrogène. Et le problème dans tout ce process-là, c'est que c'est pas rentable. C'est que peut-être pour produire 1 kWh d'hydrogène, je vais en dépenser 2. Je schématise. Ensuite, faut le compresser, cet hydrogène-là. Il faut le compresser, et ensuite, il faut le transporter, et ensuite, faut le mettre dans la voiture. Et ensuite, même quand il est dans la voiture, l'hydrogène passe par une pile à combustible qui transforme cet hydrogène en électricité. Donc en fait, les voitures à hydrogène sont déjà des voitures électriques. Donc tu rajoutes une étape en fait. Tu rajoutes une étape, donc tu regardes en termes d'efficience. Typiquement, l'efficience d'une voiture à hydrogène, quand tu regardes le cycle, c'est pour 1 kWh consommé au final, tu en as besoin de 3. Donc tu as une efficience peut-être de 30%. Et en plus, les piles à combustible, ça coûte très cher à produire. Une station à hydrogène, c'est entre 1 et 10 millions d'euros à produire. Tu as tous ces éléments-là qui font que
Voilà, il y a beaucoup de l'entrée. barrières. Il y a aussi, dans les piles à combustible, tu as beaucoup de terres rares, etc. Je dis pas que dans les voitures électriques, tu n'en as pas, mais tu as plein de barrières qu'on n'a pas réussi à relever, mais entre-temps, la voiture électrique a progressé énormément. Énormément. Donc aujourd'hui, le réseau de déploiement de recharge de pompes à essence de la voiture électrique existe déjà. C'est le réseau d'électricité. Ouais. L'efficience, entre ta centrale nucléaire et ta voiture électrique, tu as 97% d'efficience. Tu as un peu de perte dans les réseaux électriques, ça chauffe un peu à droite. Mais tu as une efficience quasi maximale. Et tu as surtout en fait les coûts. C'est que l'année dernière, je crois que c'est le New York Times qui a publié ça, mais un magazine, un journal anglais qui disait quand le prix du kilowattheure de batterie coûtera en dessous de $100, le kilowattheure c'est comme 1 litre finalement, mais je simplifie. C'est une unité de mesure de quantité stockée. Donc quand en termes de stockage, le kilowattheure coûtera en dessous de $100 à produire de batterie, ça sera plus pertinent de produire des voitures thermiques que des voitures électriques que thermiques. Ok. Actuellement, les Chinois, ils produisent des batteries entre 50 et $60 du kilowattheure. Donc en fait, ce cap-là, on est arrivé à un cap où ça coûte en Chine, par exemple, ça coûte beaucoup moins cher de produire un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. On ne va pas parler d'un véhicule à hydrogène où l'entrée de gamme du véhicule à hydrogène, c'est 80 000 €. Donc en fait, tous ces éléments-là font que et ça progresse. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans l'électrique. Donc tout ça fait que, pour ma part, il y a des tentatives, il y a Namix, il y en a d'autres, mais je pense pas que, je pense qu'en tout cas dans le civil, dans la voiture du quotidien, l'électrique a gagné parce que ça va coûter moins cher à produire que même du thermique. C'est facile à alimenter. Demain, tu te mets 10 kW de panneaux solaires, tu peux alimenter ta voiture, alors que l'hydrogène, pour certaines utilisations, peut-être les avions, pour certaines utilisations industrielles, ça peut être intéressant. Je pense que là, actuellement, la voiture électrique a dépassé, a gagné, a écrasé la voiture hydrogène. Et il y a eu tellement d'argent qui a été investi pour créer des gigafactories. Panasonic, récemment, il y a quelques jours, on expliquait qu'ils viennent de lancer une nouvelle batterie qui est 26% plus efficiente. Panasonic, c'est eux qui produisent les batteries en partie pour Tesla, donc 26% d'efficience. Et ça, c'est chaque année, en fait, il y a beaucoup d'équipes. Donc, je pense pas que l'hydrogène réussira, à part s'il y a une innovation de rupture, une équipe vient, il nous propose un truc de fou, ils résolvent le problème de la production, du stockage, de la pile à combustible. J'y crois pas. Et puis tous les fonds en ce moment vont vers l'électrique. Donc il y a un momentum qui fait que. C'est ça, je pense que la voiture électrique a gagné. Ouais. Et en fait, les gens disent voilà, les voitures électriques ça pollue, etc. Faut savoir que il y a de moins en moins de terres rares dans les moteurs de voitures électriques. Dernièrement, les Tesla ont baissé de 30% leur utilisation en terres rares, notamment de cobalt, pour produire leur moteur. Au niveau des batteries, maintenant on est sur une technologie qui s'appelle LFP. Il n'y a plus beaucoup de lithium, il y en a un peu, lithium fer phosphate, mais on parle de 5 à 10 kg sur une voiture comme une Tesla, sur une batterie qui fait 400-500 kg. Donc en fait, il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être menées pour créer des batteries qui sont en fait de plus en plus vertes. Et c'est le cas quasiment actuellement. Il y a 10 ans, c'était différent, mais la technologie, elle avance. Ouais. Donc en fait, tous ces éléments-là font que je pense que la voiture électrique a définitivement gagné face à l'hydrogène. Après, qui sait, hein. Yes. Puis tant mieux pour des boîtes comme Van4You, quoi. Peut-être qu'on me donnera tort dans 5 ans ou 10 ans, mais je vois pas comment. Okay. Yes. Et pour faire un lien un petit peu avec l'actualité, t'es entrepreneur, tu l'as dit depuis 10 ans, en France. Comment tu perçois un petit peu le climat politique en tant qu'entrepreneur? Tu parles quoi, de la taxe Zuckman, par exemple. C'est quoi, c'est l'URSS, ouais. J'en perds mes mots. En fait, quand je suis le débat sur Twitter et quand tu regardes au niveau mondial, ce qui se passe, c'est que tous les pays essayent d'attirer le plus de talents possible. Il y a les Chinois qui sont en compétition totale avec les Américains, avec leur visa HB1 qui essaie d'attirer, je crois que c'est HB1 le nom, qui essaie d'attirer les meilleurs talents. Il y a une compétition des entrepreneurs, tout le monde veut des entrepreneurs dans l'IA parce que en fait, celui qui ne maîtrise pas l'IA,
sera la colonie de celui qui la maîtrise. Ça, c'est la réalité. Et en fait, dans cette période-là où tu as besoin de talent, et forcément, ces talents, il faut les rémunérer, il faut des entrepreneurs créatifs, bah, tu mets ça en place. Il y a le gars de Mistral qui, de base, est un entrepreneur. Il a dû, pour expliquer c'était n'importe quoi, il a dû prendre un costard, une cravate, TF1, pour expliquer qu'en fait non, là vous faites n'importe quoi. Et ça, en fait, t'as beaucoup actuellement d'investissements de fonds américains. En fait, comment t'es perçu, c'est quoi le signal que t'envoies? Déjà, la plupart des entrepreneurs autour de nous, on va pas se mentir, ils disent ouais, comment je fais pour partir? Et en fait, non mais c'est vrai, c'est la réalité. Tout le monde réfléchit à. Tu y as pensé toi? Bah, on y a tous pensé. Est-ce que tu connais un entrepreneur qui t'a pas dit, qui fait des choses, qui commence à un peu gagner sa vie, qui à un moment donné se mange tout au quotidien, charge patronale, charge fiscale, machin, tout, et qu'à un moment donné il dit qui déjà se questionne. Et après, tu as un peu de patriotisme parce que tu dis, bon, ce pays t'a beaucoup donné, bah, tu dois lui rendre. Et derrière, on te dit, bah, en fait, on va te prendre 2% comme ça. En fait, c'est une violation de la propriété privée. Et derrière, on voit les entrepreneurs comme des méchants, etc. Mais les grandes épopées industrielles françaises, c'est quoi? C'est Dassault, c'est Airbus, enfin même en France. En fait, quand on est fier de quoi en France? On est fier des grosses boîtes, on est fier des grands, je sais pas, des grands terrains viticoles, des grands noms, d'LVMH, etc. Donc en fait, finalement, d'un côté, en fait, on s'attaque à la richesse d'une nation. Et moi, ça me fait penser au roman d'Ayn Rand. Je sais pas si je prononce bien son nom, La Grève. C'est qu'à un moment donné, à force d'être oppressif, bah, tous les méchants entrepreneurs, ils vont faire grève eux aussi. Yes. Surtout qu'aujourd'hui, on a les moyens de partir en fait. Genre, le monde est globalisé, mais du coup, on peut aller chercher les capitaux à l'étranger, on peut s'installer à l'étranger, c'est super simple. Et dans ce contexte-là, on fait tout pour que les gens partent. Mais ils se rendent pas compte en fait. Pour l'écosystème. Parce qu'ils sont dans une perspective de se dire, ok, si t'as un entrepreneur, t'es un méchant capitaliste, t'es là pour opprimer l'autre. Mais en fait, moi, quand je regarde les choses, quand je regarde Band4You, en fait, il y a une centaine de personnes qui dépendent de Band4You, d'une manière ou d'une autre, à qui et en fait, je dis pas que je donne de la dignité aux gens, mais finalement, le capitaine d'industrie, le patron de TPE, de PME, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée de l'emploi, il prend des risques, etc. Moi, si j'ai une installation qui pète, c'est moi qui prends tout sur moi. C'est des risques. Tout le monde est payé, tu as de la richesse qui est créée. Et derrière, cette richesse-là permet de nourrir des familles. Et finalement, on est vu comme, je sais pas, comme des méchants, comment dire, on est là pour... sachant que moi je suis un prolétaire de base. Moi je sais pas en fait, quand tu y réfléchis bien, je pense que c'est des gens qui vivent, peut-être qui n'ont jamais travaillé, qui se rendent pas compte d'un certain nombre de choses. En fait, quand t'es trop dans l'abstraction, trop dans les livres, à un moment donné tu perds pied et en fait, tu commences à raconter n'importe quoi et tu te rends pas compte des conséquences systémiques de ce que tu dis ou de ce que tu proposes en fait. J'ai l'impression qu'ils vont essayer encore, enfin ils creusent continuellement leur tombe en fait. Tu vois, le dernier move qu'ils pourraient mettre en place, c'est le fait de se dire ok, vous êtes français, où vous soyez dans le monde, comme les vous US. êtes mais à l'inverse des US, les US font tout pour que tu restes. C'est-à-dire que en fait, c'est ici aux États-Unis, vous avez tout pour vous développer. Donc vous n'avez pas de raison de partir. Si vous partez, vous êtes quand même fiscalisé. Il y a de bons hôpitaux en France. Ouais, oui. Oui, t'attends 10 heures et tu meurs dans la salle d'attente. C'est Ayn Rand dans ses différents romans, dans sa pensée, elle arrive à cette conclusion-là. C'est que t'as un État plus... qui est dans cette logique de toujours plus en fait s'accaparer les richesses, de toujours plus taxer. Il va pas s'arrêter. Parce que... Et à un moment donné, ça craque, et à un moment donné, parce qu'elle appelle les hommes d'esprit, les hommes de l'esprit, à un moment donné, ils se disent, bon, nous aussi, on va faire grève, et on va se barrer. Et en fait, et je le vois, il y a une espèce de fuite des cerveaux, et des fuites des talents de France, qui se fait petit à petit. Mais sur 10 ans, 15 ans, ça aura une conséquence. Et moi, je pose la question, c'est qui va payer les retraites des boomers, en fait. À un moment donné, la France va devenir un pays de vieux, où il n'y aura que des touristes. Ça va être ça. Il n'y aura plus toute la force créative, tous les gens qui veulent faire des choses. À un moment donné, ils vont se dire, en fait, je génère 100, on prend 85, j'en peux plus. Je peux même pas financer d'autres business parce qu'on prend tout. Parce qu'en fait,
finalement, ce qu'on te prend en charge sociale patronale, moi je le vois, c'est de l'investissement qu'on ne fait pas en fait, en recherche et développement, en optimisation, en recrutement. Moi j'aimerais bien pouvoir plus recruter. Yes, tu finances un modèle social qui est C'est ça. déjà Moi j'aimerais au bien bord de la augmenter. rupture en fait. Donc, Il y en a plein, ils aimeraient bien augmenter Ouais, bien sûr. leurs collaborateurs, mais ils se disent attends, si je lui ajoute 1000, moi derrière ça coûte 3000 à l'entreprise. Donc en fait, derrière, je pense que il y a qu'est-ce qu'on va faire en fait, parce que même t'as 90% des Français qui sont pour la taxe Zuckman. Qu'est-ce que Bah, t'as 90% de salariés, donc ouais, mais ouais, ils sont dans la réalité, ils défendent leurs intérêts. c'est pas leur intérêt. Enfin, vraiment. Non, mais à court terme, à court terme. Un pays sans À court terme. entrepreneurs, sans capitaine d'industrie, c'est un pays en fait qui percève. Même les Chinois qui sont des communistes, à un moment donné, se sont dit putain, allez, vas-y, faut qu'on ouvre, faut qu'on laisse un peu les gens travailler, etc. Non, mais, bizarrement, dès que l'État a lâché, a lâché du lest, a dit bon, bah en fait, propriété privée, bon, on est communiste, mais en fait, non, propriété privée, vous pouvez investir. Bah, l'économie les chinoise a décollé. Oui, bizarrement, c'est bizarre. Hein, Attends, mais voilà, donc en fait, tous les pays, hein, la Russie post-Union soviétique, c'est quoi? Enfin, enfin, les dernières années de l'Union soviétique, c'est quoi? C'est tout le monde qui veut fuir. Même Union post-soviétique, on va dire 90-2000, c'était compliqué. Dès qu'ils se sont ouverts, propriété privée, on laisse les entrepreneurs, on favorise le business, ça a décollé. Même maintenant, avec tout ce qui se passe, l'économie russe tient parce qu'en fait, ils sont pro-business. Ils laissent les entrepreneurs bosser, transactions en cash, etc. Vous la sentez, comment vous la suite Bah, pas forcément super optimiste non plus. C'est vrai que de ce qu'on voit, on est déjà au bord de la fracture. On sait que tout ce qu'on cotise, nous déjà, on va pas forcément pouvoir en bénéficier. Qu'on va payer la retraite, en effet, des gens qui arrivent en âge de la prendre, mais que nous, tout ce qu'on met là-dedans, c'est un peu à prime perdue, quoi. On ne va pas forcément le retrouver. Donc on doit payer la retraite des plus anciens, commencer à préparer la nôtre en capitalisant et pas forcément en attendant qu'on nous la verse. Vous croyez en la retraite alors ou pas? C'est un bon sujet ça. Non. Vous pensez qu'on notre génération ouais, aura... Il n'y a pas de sujet. Je pense je pense qu'il n'y a pas de sujet. Du bon trois fois rien par rapport à ce qu'on va cotiser toute carrière. Donc, Et moi, même dans mon entourage proche, le ticket Dubaï, il s'est fait très très vite au bout de 2 ans. Hein. Si je prends l'exemple de mon entourage, la boîte d'école, on part. Ouais, c'est C'est premier réflexe. Donc, qui va cotiser en fait la pyramide de Ponzi, elle va finir par... yes. Moi aussi, j'ai regardé, je me suis dit, est-ce qu'en 2065... Mais est-ce que c'est une mauvaise chose aussi, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, en France, on manque de capitaux. Si on orientait les cotisations, on les redonnait et elles étaient cotisées sur des fonds de pension ou fonds souverains, ça permettrait d'alimenter les investissements dans les entreprises françaises, l'innovation. Ça, c'est le projet Macron, on va dire. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas, mais je pense qu'on tend vers ça. De toute façon, c'est inévitable. On verra bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, faut d'abord se sauver soi-même. Si vous êtes un entrepreneur, vous savez faire de l'argent, vous avez des ressources, vous avez du réseau, vous avez une compétence, où que vous soyez. Finalement, le destin de l'humanité, c'est de migrer. Nos ancêtres, ils ont toujours migré. Carrément. C'est comme ça qu'on le pense ou non. Donc, à un moment donné, si structurellement le système ne peut pas être changé parce que voilà, à un moment donné, faut que ça s'écroule et de toute façon, on ira ailleurs. Peut-être on reviendra et puis c'est tout. Yes, complètement. On petit- conclut. Ouais. Moi, j'avais une petite dernière question en rapide. Donc, aussi, aujourd'hui, ça fait donc 10 ans que tu entreprends, 5 ans que tu as lancé Born for You, 3 ans. 3 ans que tu as lancé Born for You. Tu as sûrement appris pas mal de choses pendant tout ce trajet-là. Si tu devais finalement donner un ou plusieurs conseils aux signes qui se lancent dans l'entrepreneuriat il y a 10 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? C'est quoi les plus grands apprentissages que tu as fait au cours de ce parcours? Je vais parler en message crypté, mais je vais parler sous forme de mots-clés. C'est créer un bon produit pour un large marché, plus important, distribution. Deuxième axe, travailler la distribution. Et troisième chose, c'est faire en sorte que tout ça soit rentable. Donc, avoir un bon produit, bien le marketer, bien le vendre, bien délivrer. Tout ça, c'est la distribution. Et tout ça, il faut que ça soit rentable. Faut vraiment se focus sur ça, en fait. Après, le reste, c'est de la littérature. Hein. Si tu arrives à
le bon produit, bon marketing, bon commerciaux, bonne exécution, et que tout ça c'est rentable, t'as pas trop de soucis à te faire dans le marché qui est en croissance. Faut se concentrer sur ça. Finalement, faut vraiment se focus sur ça. Et ensuite, faut apprendre de ses échecs, de ses réussites. Faut surtout faire preuve de patience et faut pas être pressé. Il y a des gens, ils s'enrichissent très vite, d'autres moins vite. Mais au final, ce qui compte, c'est pas forcément toujours le résultat. Le voyage, il est bien. Parce qu'au final, le résultat, tu peux l'avoir. Et après, ce qui compte réellement, c'est la famille, c'est la santé, etc. Donc voilà. Mais business, bon produit, bien distribué, gagner de l'argent, faire de l'EBITDA. Super, bah écoute, je pense que ça colle bien avec. Et le SAV est plus important que le service client est plus important que ce que vous prévoyez toujours. Ok, top. Bah, Super. écoute, Je pense qu'on a fait le tour. Bon Hein. tour. C'était super. Super intéressant. Ouais, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Non, c'est bien. Il y a de quoi faire au montage, donc c'est top. On a couvert pas mal de sujets différents. Est-ce que peut-être tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de dire pour terminer, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ou un truc que tu as envie d'ajouter maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure l'épisode, Ossine? Je dirais que d'où que vous veniez, lâchez rien, vous trouvez pas d'excuses, c'est jamais la faute du système, c'est toujours votre faute, faites ce que vous souhaitez faire en fait, vivez vos rêves et puis c'est le plus important au final. Moi, c'est le mot de la fin, au-delà de la finance, au-delà du profit, au-delà de Bida, c'est à un moment donné, faut vivre, faut aller au bout de ses rêves, c'est le plus important. Vous voulez aussi aller au bout de vos rêves et voilà, rien n'est grave en fait. Et pour conclure, où est-ce qu'on peut contacter Charge for You, Born for You? Born4you.co, vous born avec un E, FOR, vous tapez notre nom et vous pouvez nous retrouver. On est sur LinkedIn, Instagram, un peu partout. Et moi, je suis, pour ma part, je fais un peu la pub, je suis beaucoup sur Twitter, donc Belabedocine, un peu sur YouTube. On doit lancer un peu la chaîne YouTube. Et voilà, kiffez en tout cas. Kiffez. Super. Merci beaucoup, Ossine. Merci, Ossine.